Je m'appelle Marie-Pierre Dufort, je suis ergothérapeute. Je suis avec Véronique Gingras, qui est thérapeute en réadaptation physique, et Geneviève Guénette, qui est kinésiologue. Alors, toutes les trois, nous, on est en direct de Saint-Jérôme. On est à la clinique, notre clinique qui est l'espace Ergo, où on a déjà des activités avec des gens de Parkinson Québec, de la section des Laurentides. Alors, peut-être certains d'entre vous connaissez le visage de Geneviève qui anime un groupe d'activités physiques une fois par semaine. Fait que ça nous fait très plaisir d'être ici. Et nous, notre but aujourd'hui, dans le fond, c'est de vous donner des trucs sur divers volets du quotidien. Alors aujourd'hui, on va parler de votre niveau d'énergie. On va parler aussi de la prévention des chutes à la maison. Puis, on va parler des déplacements, des transferts. Un transfert, c'est un changement de position. Un transfert, c'est quand je passe de la position couchée à assis, à debout, ou de assis à debout, de debout à assis. Dans notre jargon, nous, professionnels de la santé, ça s'appelle un transfert. Fait qu'on va vous donner quelques trucs pour faciliter tout ce genre de mouvement-là. Alors, je commence avec le niveau d'énergie. Je vais vous partager mon écran. Attendez-moi une petite seconde. Voilà. Donc, je me suis présentée. J'ai dit notre intention aujourd'hui de faciliter votre quotidien. Et donc, je commence avec le niveau d'énergie. Alors, vous voyez mon écran. Donc, dans le fond, que ce soit en raison de la perte de capacité qui vient avec la maladie, que ce soit avec simplement le poids de ce diagnostic-là de la maladie de Parkinson, ou encore tout ce qu'on a vécu dans les 4 derniers mois, où on est limité dans nos activités, on peut moins sortir, on a tout le volet de confinement qui est venu donner un gros changement dans notre quotidien. Bien, beaucoup de personnes pourraient dire qu'ils sont moins en forme. Je ne sais pas si je faisais un petit sondage, je ne vois pas tous les visages, mais souvent, notre condition physique est diminuée. On est moins en forme que soit avant la maladie ou avant le confinement, tout simplement. Quand on est moins en forme, ça veut dire que l'effort que ça me demande pour initier n'importe quelle activité, n'importe quelle tâche dans mon quotidien, bien, il est plus grand. Si je suis moins en forme, ça me prend un plus gros effort pour faire mes choses. Si ça me prend un plus gros effort, bien, ça me fatigue plus, ça augmente mes raideurs articulaires, c'est plus demandant et donc ça baisse ma réserve d'énergie. Si ça baisse ma réserve d'énergie, je suis encore plus fatiguée et donc ma capacité à m'engager dans des nouvelles activités diminue encore plus. Donc, si j'en fais moins, je remonte en haut, je suis moins en forme. Puis là, ça part. Et là, on est dans une boucle qu'on perd de l'énergie, qu'on est plus fatigué, puis on peut s'en aller même vers la fatigue chronique. Et ce qu'on veut faire, ce que je vous propose ce matin, c'est d'essayer d'arrêter cette boucle-là et même, si possible, la revirer de bord. Et comment on fait ça? Bien, j'ai ma petite recette en 3 étapes. Dans le fond, si j'arrive à changer ma diapo. Est-ce que j'arrive à changer ma diapo? Oui. Fait que ma recette en 3 étapes pour arriver à mieux gérer notre niveau d'énergie, la première étape, c'est prendre conscience de soi. Essayer de débarquer le pilote automatique. Donc, se demander comment on va. Ensuite, identifier puis connaître l'exigence de nos activités. On est tous différents. C'est sûr qu'aller corder du bois ou aller prendre une grosse marche en forêt, ça nous demande toute de l'énergie. Mais dans notre quotidien, passer l'aspirateur, se lever, aller prendre sa douche, lire, faire une activité de loisir, voir des gens, voir nos petits-enfants, nos enfants. Donc, tout ça, il y en a pour qui c'est très, très exigeant. Il y en a pour qui ça recharge la batterie. Alors, il faut arriver à se connaître. Donc, la deuxième étape, identifier et connaître l'exigence des activités. Puis la troisième étape, c'est souvent la plus difficile, c'est faire des choix. Vous avez un diagnostic maintenant, ou votre proche a un diagnostic, ou même les gens sans maladie ont vieilli. On ne peut plus faire tout comme avant. Il faut prêt à faire des choix, à faire certaines choses différemment. Fait que j'y vais un petit peu plus en détail. Prendre conscience. Ma première étape, c'était prendre conscience. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est se demander comment on va. Le matin, quand on se lève, là, prendre 1 minute pour dire, bon, il est comment mon niveau d'énergie ce matin? Est-ce que je suis à 1 sur 10? Est-ce que je suis à 10 sur 10? Où je me situe? Puis, on peut même le noter.
peut-être pour une semaine, jusqu'à lundi prochain, ceux qui vont assister à notre session la semaine prochaine, prenez-vous un petit carnet de notes, un agenda ou le calendrier sur le frigidaire, puis chaque jour, demandez-vous à peu près votre niveau d'énergie est comment pour arriver à vous connaître, à vous comprendre, à reconnaître vos signes de fatigue, s'il y a de la douleur qui arrive, puis comme ça, vous allez être meilleur à l'anticiper. Parce que des fois, ce qui arrive, c'est qu'on se pousse, puis on se brûle, puis là, on n'a plus d'énergie. Alors, c'est ça qu'il faut doser. Regardez mon exemple ici. Vous voyez mon écran? Ah, nos téléphones cellulaires là, ou nos tablettes, ils ont la batterie. Là. On le sait, quand ils sont sur le bord, quand ça arrive dans le jaune, là, des fois, on ne se rend même pas dans le rouge puis on va les rebrancher. Pourquoi on ne fait pas ça avec nous aussi? Mais pour le faire, il faut avoir à revirer le miroir puis se demander comment on va. Donc, il y en a qui aiment ça, l'image des feux de circulation. Je suis dans le vert, je suis dans le jaune, je suis dans le rouge. Tantôt, je disais 1 sur 10, 5 sur 10, 10 sur 10. 10 sur 10. Il y en a qui comparent ça un peu à notre budget, notre compte en banque ou à une batterie. Ma deuxième étape, j'en ai parlé tantôt, il faut connaître l'exigence de nos activités. Puis ça aussi, vous pouvez l'écrire. Vous pouvez le faire avec votre conjointe, vos enfants, parce que plus on se connaît, plus on l'écrit, plus on en prend conscience. Fait que c'est quoi qui vide ma batterie? Il y en a que ce sont des tâches. C'est sûr que les tâches exigeantes physiquement, la plupart vont se retrouver là. Mais il y en a aussi, c'est savoir qu'on a un rendez-vous chez le médecin la semaine prochaine. Oh mon Dieu, ça va vider ma batterie. Ou anticiper quelque chose. Donc, ça, c'est le genre de catégorie. Puis, les activités qui rechargent, parce que c'est important aussi. Oh, moi, quand je vais sur le bord de l'eau, ça me fait du bien. Quand je vois mes enfants ou mes petits-enfants, ça, je sais que ça me refait du bien. Donc, tout ça, c'est très important. Puis, il faut que vous vous connaissiez puis que vous ayez rempli votre petit tableau. Comme ça, on peut distribuer après les activités pour mieux répartir ce qui vide ma batterie avec ce qui recharge ma batterie. Et finalement, bien, je vous ai dit faire des choix, il faut changer les choses. Si vous voulez avoir un meilleur niveau d'énergie, il faut faire des choses que vous ne faisiez pas avant. Donc, soit changer l'horaire, au lieu de passer l'aspirateur tout d'un coup, bien, on peut le faire une pièce par jour. Nommer ce qui nous dérange, demander de l'aide aussi. Ça, on n'est pas bien bon des fois pour demander de l'aide. Ce n'est pas un aveu d'échec quand on demande de l'aide. On peut prioriser les éléments qu'on peut contrôler ou ce qu'on aime le plus. On les met en haut de la liste parce que c'est important. Il faut, là, on essaie d'enlever ça de son vocabulaire. Il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Ce n'est pas nécessaire. Puis, bien, on essaie des nouvelles stratégies, puis c'est ça qu'on va vous enseigner. On va vous en enseigner quelques-unes aujourd'hui, des nouvelles stratégies, des nouveaux outils, puis il va en avoir d'autres au mois d'août et d'autres au mois de septembre. Fait que je cède la parole à Geneviève qui va vous parler un peu de ce qui a trait à la prévention des chutes. Alors, bonjour, ça me fait plaisir de participer à ce premier webinaire. Oui, effectivement, je vais vous parler des chutes. Les chutes, on s'entend, c'est peut-être pas le sujet le plus palpitant à discuter, mais ça arrive. Ça arrive au-dessus, en fait, de 330 000 Québécois de 65 ans et plus à chaque année. Et ça engendre des blessures, parfois graves, comme des fractures, et parfois même, ça peut entraîner la mort. Alors, c'est important pour moi aujourd'hui de vous expliquer un peu comment on peut prévenir les chutes dans un premier temps. Et ensuite, si jamais une chute survient, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on doit réagir? Donc, au niveau de la prévention des chutes, dans mon premier volet, il y a 3 facteurs sur lesquels on peut jouer, sur lesquels on peut avoir un certain contrôle. C'est ça, en fait, aujourd'hui, c'est de se redonner un peu de contrôle par rapport à la prévention des chutes. Donc, le premier facteur sur lesquels on peut agir, ce sont les facteurs intrinsèques, les facteurs qui sont reliés à soi, à notre santé, à notre condition physique. Donc, j'y reviens, ça ne sera pas très long. Ensuite, on va avoir les facteurs reliés à l'environnement. Donc, votre domicile, comment on peut organiser notre chez-nous pour être en sécurité. Et finalement, nos comportements. Parce qu'on peut être parfois notre propre ennemi sans le vouloir. Donc, quoi faire, quoi ne pas faire pour éviter les chutes. Donc, ce sera le troisième type de facteur qu'on va voir. Donc, au niveau des facteurs intrinsèques. Bon, alors le premier thème à mentionner, c'est la santé, votre état de santé. Le simple fait d'être atteint d'une maladie chronique, et peu importe laquelle, augmente notre risque de chute. Donc, que ce soit le diabète, les maladies cardiaques, les maladies pulmonaires
ou le Parkinson. Et ça arrive rarement juste une maladie à la fois, malheureusement. Donc, le fait d'être atteint du Parkinson n'empêche pas, par exemple, de faire l'arthrose, d'avoir une maladie cardiaque. Donc, sachez que les risques s'additionnent aussi au niveau des chutes avec le nombre de maladies chroniques. Au niveau du Parkinson, je fais une petite parenthèse. Qu'est-ce qui fait qu'on est plus à risque de chute? C'est au niveau des symptômes. Le symptôme de rigidité qui est là avec la maladie, mais ça a un impact sur notre façon de se déplacer, sur notre patron de marche. Donc, c'est moins fluide, donc plus à risque de chute. Le freezing aussi, hein, qui bloque notre élan, nos gestes spontanément. Ça amène aussi des risques de chute. Et les problèmes cognitifs qui peuvent s'installer avec la maladie aussi favoriseront les risques de chute. Mais au niveau de la santé, même si on ne peut pas dire, ben OK, j'enlève la maladie, on peut quand même essayer de la contrôler, de contrôler les symptômes. Donc, entre autres, avec le Parkinson, il y a des périodes où les symptômes sont plus prononcés que d'autres dans la journée. Alors, à ce moment-là, on peut essayer de placer nos activités récréatives, les activités qui nécessitent plus de vigilance dans les moments où on a le moins de symptômes. Autre chose aussi qui est importante, c'est de s'assurer que vos suivis médicaux sont à jour, que vous prenez votre médication selon la posologie et que si vous pouvez bénéficier aussi d'aide de différents professionnels de la santé, comme des physiothérapeutes, des ergothérapeutes. Donc, de ne pas hésiter à utiliser ces professionnels-là pour vous aider à conserver vos capacités. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est notre condition physique. Donc, pour maintenir une bonne condition physique, ce qui est important, c'est de contrôler nos habitudes de vie. Alors, au niveau des habitudes de vie, on veut bouger. Marc-Pierre en a parlé tantôt, on veut se maintenir actif pour garder nos muscles forts et nos os solides. Nos muscles forts, eux, ils vont servir justement dans les transferts, comme on mentionnait tantôt, hein, pour être capable de se lever, être assez fort avec nos jambes pour nous lever de façon sécuritaire et pour rester bien stable sur nos deux pieds. Et nos os solides, c'est important parce que si jamais une chute survient, des os plus fragiles vont avoir tendance à se fracturer plus facilement. Et là, les conséquences sont plus lourdes à ce moment-là. Donc, important de bien bouger. Pour être en bonne condition physique, l'alimentation est importante aussi. Hein, notre bolide, notre corps, c'est important de mettre du bon carburant dedans. Alors, donc, des repas réguliers, des repas bien équilibrés aussi, des vitamines, des minéraux, c'est important. Si l'appétit est moins présent, favoriser les collations régulières aussi. Donc, une alimentation bien équilibrée. Ensuite, le tabac est un facteur de risque en soi de chute. Et finalement, l'alcool, je ne vous apprends rien en consommant de l'alcool, ça altère notre état de vigilance. Donc, on est plus à risque de chute aussi. Alors, la condition physique, en adoptant de saines habitudes de vie, elle peut être préservée. Finalement, la vision. Sachez que la vision est une information primordiale pour notre cerveau dans la gestion de l'équilibre. Alors, vous avez juste à faire un test d'essayer de maintenir votre équilibre debout, les yeux ouverts ou les yeux fermés. Vous allez voir que les yeux fermés, c'est beaucoup plus difficile. Donc, la vision, en fait, assurez-vous d'avoir votre examen de la vue à jour, très important. Si vous portez une lunette ou des lentilles correctrices, donc de bien les porter, de vous assurer que ça répond toujours à vos besoins aussi. Également, sachez qu'en vieillissant, le champ de vision diminue. Alors, les informations au sujet de notre environnement, les obstacles qui peuvent survenir, on les voit un petit peu plus à la dernière minute. Alors, on a moins de temps de réaction. Alors ça, on peut plus ou moins agir là-dessus, mais bon, d'en être conscient, c'est déjà ça. Et finalement, en vieillissant, on est plus sujet aux éblouissements aussi, aux changements de lumière. Alors, par exemple, si vous vous levez la nuit pour aller à la salle de bain, de passer d'une noirceur complète à une lumière optimale dans la salle de bain,
bien, il y a un temps d'adaptation pour l'œil et le temps qu'on est ébloui, bien, on est plus à risque de chute à ce moment-là. Donc, de s'assurer d'utiliser peut-être un gradateur de lumière dans la salle de bain pour ne pas passer d'une noirceur complète à une pleine lumière, ou d'utiliser des veilleuses dans les aires de circulation pour vous rendre à la salle de bain pour permettre à votre œil de s'adapter au changement de lumière. Ça peut être un bon truc. Ensuite, sachez aussi que l'hiver, vous avez sûrement, vous rappelez peut-être de belles journées ensoleillées. L'hiver, le reflet des rayons du soleil sur la neige, quand on sort à l'extérieur, c'est éblouissant. Alors, on va vous conseiller de porter la lunette de soleil et de la mettre avant de sortir à l'extérieur. Donc, comme ça, vous allez éviter l'éblouissement à la sortie de la maison. Et aussi, bien, l'hiver, déjà, la surface est glacée ou enneigée, donc on est déjà plus à risque de chute de ce côté-là. Alors, si on peut éviter l'éblouissement, bien, tant mieux. Finalement, au niveau des facteurs intrinsèques, la posture. La posture est très importante parce que c'est ça qui va guider où je dirige le poids de mon corps. Et ça peut m'amener à être moins stable ou à être en déséquilibre. Donc, je donne l'exemple d'une posture un petit peu plus voûtée vers l'avant. Souvent, quand nos muscles se déconditionnent au niveau du dos, bien là, à ce moment-là, la posture, elle est plus arrondie. La tête va être plus projetée vers l'avant et le poids du corps va être davantage sur les orteils. Mais si le poids du corps est plus sur mes orteils ici, bien, oups, je vais être plus portée à perdre pied facilement vers l'avant et à tomber. Alors, il faut essayer de redresser la posture à ce moment-là. Et puis là, bien, je vous invite à la maison à vous lever debout. Si vous voulez bien le faire avec moi, on va tester c'est quoi une bonne posture. Donc, en étant en position debout, on va espacer les pieds. Alors, vous pouvez placer vos pieds largeur des hanches, largeur des hanches ou des épaules. Voilà, donc les pieds ne sont pas collés. Et on va garder les bras détendus de chaque côté. Et là, mon petit truc à moi, c'est d'imaginer une ficelle qui tire sur le dessus de la tête pour allonger la colonne. On redresse la posture et voyez-vous, on va venir ouvrir les épaules légèrement vers l'arrière. Également, au niveau des genoux, gardez une légère flexion dans les genoux. Donc, moi, j'aime bien dire un petit mou dans le genou pour ne pas bloquer l'articulation. Alors, en bloquant l'articulation, ce que je viens faire, c'est que je viens cambrer le bas du dos et ce n'est pas ça que je veux, ça ne sera pas confortable pour votre dos. Si je me place de côté, ici, donc, on veut l'alignement avec les épaules, les hanches et les orteils, les chevilles, pardon. Donc, épaules, hanches, chevilles, et on regarde droit devant soi. Et là, pendant que vous adoptez cette posture-ci avec moi, bien là, posez-vous la question, est-ce que c'est confortable? Est-ce que c'est difficile pour moi en ce moment de maintenir cette posture-là? Si la réponse est oui, ça vous demande beaucoup d'efforts en ce moment, c'est probablement parce qu'au quotidien, ce n'est pas la posture que vous adoptez. Ça demande de l'effort. Votre corps, lui, il a tendance à aller dans une posture dans laquelle il est confortable. Mais ça peut se corriger, ça peut s'améliorer. Et j'ai aujourd'hui 3 petits exercices à vous proposer qu'on va essayer ensemble pour essayer de rétablir la posture puis avoir une meilleure posture. Donc, on va commencer au niveau de la tête. Je vous parlais tantôt d'avoir la tête bien redressée et de regarder droit devant vous et d'éviter de la projeter vers l'avant de cette façon-ci. Alors, pour travailler la posture au niveau de la tête, l'exercice qu'on va faire ensemble, c'est une rentrée du menton. Vous allez voir, on va se faire un beau double menton. Alors, la tête est bien droite et on va venir enfoncer le menton vers l'intérieur. Donc, faites-le avec moi. On serre, toujours en gardant la tête bien droite. Vous allez sentir un étirement au niveau de la nuque et vous allez sentir que ça travaille devant au niveau des muscles du cou. Et là, on garde la position 2 à 3 secondes et on relâche. On va le refaire à nouveau. Donc, double menton, on serre, on maintient et on relâche. Encore une fois, donc double menton, on maintient et on relâche. Voilà. Là, on vient de faire juste 3 répétitions.
Mais à la maison, je vous recommande, vous pourriez faire 10-15 répétitions et je vous recommande de le faire régulièrement dans la même journée, mais aussi dans la semaine. C'est l'effet répétitif qui va amener des résultats et ça va nous aider à garder la tête bien alignée au niveau avec la colonne. Alors maintenant, pour la posture des épaules, je vous parlais tantôt de l'enroulement des épaules. Hein. On veut ouvrir la posture. Donc, ça ici, on est toujours en position debout. Les paumes de main sont sur les cuisses. Alors, vous venez placer les paumes sur vos cuisses. La tête est toujours bien droite. On regarde droit devant soi. Et là, on va venir pivoter les paumes de main pour les amener devant. Et on va venir serrer les omoplates ensemble pour ouvrir les épaules vers l'arrière. On maintient encore 2 à 3 secondes et on ramène les paumes de main sur les cuisses. À nouveau, faites-le avec moi. On ouvre, on serre les omoplates comme si vous vouliez pincer un crayon entre vos 2 omoplates. Et on revient, paume de main sur les cuisses. Une dernière fois. On ouvre, serrez les omoplates. Et on ramène, paume de main sur les cuisses. Voilà. Donc, vous devriez avoir senti les muscles qui tapissent vos omoplates là, dans le haut du dos. Vous devriez avoir senti ces muscles-là travailler. Encore une fois, on peut compléter 10 à 15 répétitions et répéter l'exercice régulièrement. C'est l'effet cumulatif qui va être payant. Finalement, c'est important d'avoir des muscles forts au niveau de notre tronc. Hein. Notre tronc doit être bien stable dans plusieurs positions, entre autres en position debout, et aussi pour faire les transferts que ma collègue Véronique va vous expliquer tantôt. Alors, pour ce faire, on va aller maintenant en position assise. Idéalement, sur une chaise droite, et on s'assoit à l'avant de la chaise. Donc, pas d'appui. Et là, ma petite ficelle dont je vous parlais tantôt, elle ne m'a toujours pas quittée. Elle me suit même en position assise. Donc, on tire sur la ficelle pour redresser le tronc. Et ici, je vous invite à placer une main sur l'abdomen et l'autre main dans le bas du dos pour nous faire penser de rester bien droit. Et là, on va venir durcir les muscles de l'abdomen comme pour se protéger d'un coup de poing dans le ventre. Donc, on serre l'abdomen tout en respirant également. Et ici, on va venir soulever légèrement le genou pour soulever le pied du sol. Donc, en soulevant le genou, ça demande plus de travail à mes muscles du tronc pour garder ma posture bien droite. Et là, vous voyez, je pourrais doser. Si c'est trop difficile de lever de cette façon-ci, ben, je vais lever juste un peu moins. L'important, c'est d'y aller, de respecter en fait sa capacité. Comme ça ici. L'erreur qu'on va voir, si je me place de côté à vous, c'est qu'on va souvent voir les gens qui vont tirer comme ça avec le tronc. Alors, on ne voudrait pas voir ce mouvement-là. On veut que le dos reste bien droit. Ou sinon, si les muscles commencent à être fatigués, bien, on va voir un certain relâchement comme ça ici au niveau du tronc. Et ça non plus, on ne voudrait pas le voir. Ça, c'est probablement signe que vous avez atteint là, votre capacité maximale. Et puis, on est mieux de faire une pause, un arrêt. Puis, on reprendra l'exercice plus tard à ce moment-là. Alors, voilà. Donc, tout simplement, de soulever un genou à la fois en gardant une belle posture, le dos droit. Alors, voilà pour la posture. C'est 3 petits exercices à intégrer régulièrement au quotidien, mais qui peuvent faire toute une différence. Ça, c'était mes facteurs intrinsèques. Maintenant, au niveau de l'environnement. Donc, dans l'environnement, vous êtes chez vous en ce moment, je vous invite à regarder autour de vous, regardez les aires de circulation dans votre domicile. Ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est plus engorgé? Est-ce qu'il y a des chaussures qui traînent par terre? Est-ce qu'il y a une boîte qui est laissée sur le côté, etc.? Donc, où c'est bien épuré, les aires de circulation sont dégagées. Regardez, posez-vous la question. On veut épurer le plus possible les aires de circulation. Autre chose qui est importante aussi, c'est que les objets soient à portée de la main. Les objets dont on sert souvent, il faut que ça soit à portée de la main. Ce n'est pas le temps d'être toujours sur le bout des pieds pour aller chercher quelque chose, entre autres dans la cuisine. La cuisine, c'est un endroit très propice aux chutes.
On va vous suggérer de retirer, en fait, de vider les armoires qui sont au-dessus du frigo ou au-dessus de la cuisinière. Donc, c'est difficile d'accès, premièrement. Donc là, soit vous les videz complètement ou on met notre vaisselle qu'on sert à peu près plus, mais qu'on ne veut pas se débarrasser. Là. Alors, on s'assure que c'est rien c'est pas des choses qu'on utilise régulièrement qui sont dans ces armoires-là. Également, dans la garde-robe, c'est la même chose. Surtout si vous avez ma grandeur, on ne le voit peut-être pas à la caméra, mais je ne suis pas très grande. Donc, aller chercher quelque chose dans le haut de la garde-robe, ce n'est pas l'idéal. Par contre, il y a aussi des aides techniques qui peuvent être utilisées. Ici, j'ai une pince à long manche. Donc, par exemple, si je voulais aller chercher tuque, foulard, chapeau dans le haut de ma garde-robe, bien, avec la pince, ça serait sécuritaire. Ça serait un moyen sécuritaire pour aller chercher ça. La même chose aussi pour aller dans le bas de la garde-robe. Donc, je n'aurais pas besoin d'aller m'accroupir si j'ai un équilibre qui est plus précaire. Donc, de m'accroupir aussi de cette façon-ci ou avec un genou au sol. Ça peut être plus difficile, plus à risque de chute, dépendamment de ma condition. Alors, à ce moment-là, je pourrais rester debout, mais avec ma pince, aller chercher l'objet dont j'ai besoin. Voilà. Alors, c'est des petits outils qui existent, mais qui peuvent être très pratiques. Autre chose au niveau de l'environnement, les fameux tapis. Alors, petit tapis d'entrée, par exemple. Donc, toute son utilité, c'est parfait. Mais assurez-vous que vos tapis, les carpettes sont bien fixés au sol. C'est important. On a souvent un antidérapant en dessous, un caoutchouc qui va adhérer bien au sol. Tant mieux. Mais des fois, avec l'usure, le tapis a tendance à glisser un peu plus. Alors là, c'est plus propice aux chutes à ce moment-là. Vous savez, là, si avec l'usure, les petits coins se mettent à retrousser aussi au niveau de votre tapis, alors là aussi, c'est plus facile de perdre pied dans le tapis et de tomber. Donc, juste portez attention à ces petites choses-là. Vous savez, même, on va recommander de retirer les tapis décoratifs. Dans le salon, le beau tapis décoratif au milieu du salon avec la table de salon. Bien, dans un monde idéal, on vous suggérerait de retirer ce tapis-là. Je sais, ça fait peut-être beaucoup de changements, puis je ne suis pas en train de vous dire de tout réorganiser votre chez vous à partir de demain matin, c'est pas ça. Mais c'est juste d'ouvrir l'œil, de prendre conscience, puis de peut-être apporter des petits changements ici et là avec le temps pour améliorer votre sécurité. On peut fixer les tapis avec du ruban adhésif à 2 faces. Oui, tout à fait. C'est un bon truc, Marie-Pierre, effectivement. Donc, ruban adhésif collant sur les 2 faces qui pourrait vous aider à bien fixer vos tapis au sol également. Tout à fait. Finalement, au niveau de votre environnement, assurez-vous que l'éclairage est suffisant et aussi. Hein, les éclairages, la petite lampe sur pied là, qui éclaire juste dans un endroit ciblé d'une pièce, ce n'est pas l'idéal. On veut avoir un plafonnier qui éclaire l'ensemble de la pièce. Optez pour un éclairage froid plutôt qu'un éclairage chaud et tamisé. L'hiver aussi, l'éclairage a tendance dehors, la lumière, hein, à partir de la fin de l'après-midi, c'est plus sombre. Ouvrez les lumières à l'intérieur de votre domicile à ce moment-là. N'hésitez pas. C'est important de bien voir notre environnement aussi pour éviter les chutes. Alors voilà pour ma portion environnement. Maintenant, l'autre ensemble de facteurs sur lesquels on peut agir, c'est nos comportements. Alors, pour nos comportements, je vais dans un premier temps passer la parole à Véronique qui va vous enseigner les transferts. Hein? Se lever d'une chaise, se lever d'un lit. Il y a une bonne technique sécuritaire que l'on peut adopter pour prévenir les chutes. Alors, à toi, Véronique. Merci Geneviève. Donc, bonjour à tous. Je suis vraiment très heureuse d'être avec vous ce matin pour parler des transferts. Bon, Martha en a parlé tantôt, Geneviève aussi, les transferts, qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est pas compliqué, c'est un changement de position. Hein, Martha l'a bien expliqué, le tout de passer de la position assise à debout ou juste du lit, se relever, aller à la position assise. En fait, des transferts, c'est vraiment une séquence, c'est vraiment là, une séquence de mouvements. Ça implique plusieurs articulations à la fois, mais surtout, ça implique un mouvement de notre centre de gravité. Geneviève en a parlé tantôt, là, quand on parlait de la posture, qu'on était plus là, porté là, vers l'avant sur le bout des orteils. Bien,
si notre centre de gravité n'est pas bien positionné, bien, ça fait qu'il y a un risque de chute. Donc, dans un transfert, vu qu'il y a un mouvement du centre de gravité, il y a un risque de chute. Puisque ça se fait quand même en quelques secondes, là, un transfert, ce n'est pas très long, bien, vu qu'il faut le faire rapidement, bien, il doit avoir encore plus de contrôle dans notre combinaison de mouvements. Les transferts, c'est une des tâches fonctionnelles qu'on fait le plus souvent. Donc, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien sans même s'en rendre compte. Ça devient alors un défi encore plus important pour une clientèle qui est en perte d'autonomie. C'est-à-dire que si on a de la misère à juste passer d'une position assis à debout, que ça nous demande beaucoup d'énergie, qu'on n'a pas assez de force musculaire, bien là, à tous les jours, combien de fois on en fait, ça devient là, vraiment un défi. Donc, l'autonomie au transfert est directement reliée à la qualité de vie de la personne. Donc, c'est encore plus important pour vous, une clientèle qui est atteinte là, du Parkinson, ça devient là, vraiment un point important à tous les jours. Si je vous demandais, là, selon vous, dans une journée là, régulière, combien on peut faire de transferts, je vous dirais des tonnes. On en fait plusieurs sans même s'en rendre compte. Donc, l'amélioration ou le maintien de la capacité là, au transfert est vraiment primordial. Parfait, merci. Les transferts, les changements de position, bien, c'est sûr qu'il y a des facteurs qui sont susceptibles de perturber le déroulement d'un transfert. Ça se fait rapidement, sauf que si on a là, des petits facteurs qui viennent rendre ça un petit peu plus difficile, on peut là, trouver ça pénible pour nous de faire des transferts. Premier facteur, les faiblesses musculaires. C'est quoi une faiblesse musculaire? C'est vraiment là, la force qu'on a dans nos muscles. Donc, si on n'est pas assez fort, bien, ça nous amène des faiblesses. Donc, on a un risque là, que ça devienne plus difficile dans nos transferts. Ensuite, il y a le tonus musculaire. Le tonus musculaire, c'est vraiment la tension qu'il y a dans nos muscles. Si on a trop de tension, souvent, ce qui est le cas des fois dans le Parkinson, comme Geneviève mentionnait tantôt, là, on est trop tendu, il y a du freezing un peu même. Bon, bien, ça, c'est la tension qui se crée. S'il y a trop de tension, ça fige le mouvement. On ne peut pas faire le mouvement désiré. Ensuite, on parle de synchronisation. C'est quoi ça, la synchronisation? C'est un gros mot, mais dans le fond, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut qu'il y ait des contractions musculaires en même temps qu'il y ait des relâchements, un étirement dans un muscle pour pouvoir créer un mouvement. Je m'explique. Je veux manger une pomme. Je vais prendre la pomme, je l'amène à ma bouche. Bien, pour aller croquer dans ma bonne pomme, il faut que mon biceps se contracte, mais il faut que mon triceps, le muscle derrière, relâche pour me permettre de faire le mouvement. Donc, il faut avoir une synchronisation dans la contraction et dans le relâchement musculaire. Ensuite, le dernier petit point qu'on a, c'est la coordination. Il faut tout coordonner nos mouvements, tous les mouvements des segments qu'on bouge, mon bras, mon avant-bras, mes cuisses, avec les articulations pour faire un mouvement tout en même temps. Parce que si c'est trop saccadé, ça va être difficile d'aller faire un transfert qui est fluide, qui va bien se dérouler. Donc, ça, c'était les petits facteurs susceptibles de perturber le déroulement du transfert. Ensuite, quand on parle de changement de position, de transfert, il y a des étapes. Ça a l'air simple. Comme j'ai dit tantôt, ça va super vite faire un transfert, mais on a quand même des étapes. La première étape, qui est pour moi la plus importante, c'est vraiment la préparation. La préparation, pourquoi on dit ça? Dans le fond, c'est que ça va changer un peu au cours de la journée. Puis, ça va dépendre de ce qu'on veut aller faire. Il faut juger de la sécurité, il faut juger du niveau d'importance du transfert. Je vous donne un exemple. On a quelque chose qui est en train de brûler sur le poêle ou on a envie d'aller prendre une petite collation. Le niveau d'urgence n'est pas le même. Donc, c'est clair que le transfert va se faire beaucoup plus rapidement si on est dans un état plus d'urgence ou la nuit, quand on se lève, on se réveille, on a envie d'aller à la salle de bain, bien souvent, on va se dépêcher, on va faire ça plus rapidement. Donc, il faut juger de la sécurité pour faire le transfert. Donc, comme Geneviève le mentionnait tantôt, s'assurer que tout est dégagé, qu'on n'a pas rien qui traîne, les petites pantoufles là, sur le bord du lit. C'est dangereux. Quand on se lève rapidement, on peut avoir un risque de chute qui est beaucoup plus grand. Donc, déjà, de s'assurer, de juger de la sécurité des transferts, puis quand on les fait. Il y a aussi la possibilité de prendre une bonne position de départ.
dans le transfert, si justement je veux juste me lever pour aller remplir ma gourde d'eau, ben, je peux plus prendre mon temps pour vraiment bien me placer pour partir. C'est sûr que dans un état d'urgence, là, puis qu'on veut, le téléphone sonne, puis on ne veut pas le manquer cet appel-là, là, on veut courir pour avoir notre téléphone, c'est sûr que souvent la bonne position de départ, elle est plus difficile à prendre. Mais essayez de, en s'habituant, ces quelques secondes, là, vont vraiment risquer pas risquer, mais à diminuer le risque de chute, pardon, pour aller à votre objectif. Donc, ça, c'est la première étape, la plus importante, la préparation. Ensuite, on a l'initiation du mouvement, comme je disais, le placement initial. Donc, c'est des petits détails. Je vais vous montrer tantôt juste comment bien placer les pieds, où s'appuyer les mains, juste pour vraiment bien initier le mouvement. Puis ensuite, on a l'exécution de mouvement. Ça a l'air simple, hein, l'exécution de mouvement, mais il faut tout synchroniser puis coordonner nos mouvements pour le faire en une étape, en un mouvement complet pour bien le faire. Donc, je vais commencer par vous montrer un peu les transferts de coucher à assis sur le bord du lit. Donc, je vais m'installer. Je vais commencer par vous montrer un peu une mauvaise façon, ce qu'on voit plus souvent que les gens font pour se lever. Donc, je vais me coucher sur le dos. Là, imaginez que je suis dans mon lit, je suis couchée, puis là, ce qu'on veut faire, c'est de se lever. Combien de fois on a vu ça? On essaye de forcer, puis on s'assoit. Il y a beaucoup de risques de chute, oui. Si on était trop sur le bord, on a mal évalué notre position dans le lit. Il y a aussi beaucoup de risques de blessures. Si on peut trop contracter, aller recruter là, des muscles au niveau des abdominaux trop forts, puis ça nous donne des douleurs dans le bas du dos. Donc, pour faire ça, je vous montre la bonne étape, les bonnes étapes du déroulement du transfert. Donc, une fois couché sur mon lit, je suis couchée. Première des choses, je vais m'assurer d'être quand même assez sur le bord. Si je suis trop loin pour faire mon transfert, quand je vais me tourner, ça va être plus difficile. Là, c'est sûr que ma table n'est pas très large. Mais une fois qu'on est assez près du bord du lit, quand même, on ne veut pas aller dans le vide non plus. Là, maintenant que j'ai les jambes allongées au début, là, je me réveille. Ce que je veux faire, c'est qu'on va plier un genou à la fois, s'assurer que les pieds sont bien à plat sur notre matelas. On va tourner la tête vers où je veux me lever. Pourquoi tourner la tête? Ça va faciliter le mouvement du tronc. Le tronc va beaucoup mieux suivre le mouvement que je veux faire que si je garde ma tête très droite vers le plafond. Donc, on va tourner. Puis là, on va aller laisser tomber au niveau des genoux sur le côté. Puis, mon tronc va suivre en même temps. Ce que je vais faire, je vais aller avec ma main, dans le fond, sur le dessus, appuyer là, vraiment à plat. Mon autre main qui est sous moi, je vais pousser avec mon coude tout en descendant les genoux en même temps. Et voilà. Là, je l'ai vraiment décortiqué. C'est beaucoup plus long que ce que vous faites en réalité. Là, si je le refaisais là, très rapidement, là, ça me prend pas plus que 2 secondes, puis je suis debout. Un des petits trucs aussi que je vais rajouter, c'est vraiment de penser à expirer quand on fait le mouvement. Donc, quand je tourne mes genoux, là, je suis bien placée. Puis quand j'arrive pour vraiment faire le déplacement, pensez vraiment à expirer. Pourquoi expirer? Parce que si je bloque ma respiration, ce qu'on fait souvent quand on fait un effort, ça va augmenter, dans le fond, les tensions musculaires que j'ai dans mon corps. Puis on en a déjà assez des tensions, on ne veut pas en rajouter davantage. Puis aussi, si je bloque ma respiration, ça peut me donner des douleurs dans le bas du dos quand je fais mes mouvements. Donc, un petit truc vraiment de penser à expirer pendant qu'on fait le mouvement. Donc, ça, c'était pour le transfert de coucher à assis. Est-ce que tu peux nous le refaire juste une fois plus rapide, de façon continue? Oui. Ben oui, pas de problème. Donc, je suis couchée, je me lève, je tourne la tête, puis je vais aller pousser. Et voilà. Là, je n'ai pas bien expiré parce que je parlais en même temps, mais normalement, j'aurais poussé sur mon expiration. Donc, ça, c'était pour le transfert couché à assis. Quand on est le transfert assis à debout, je ne sais pas si ça fait un petit peu baisser un peu. Et voilà. Là, ici, la chaise, elle a des appuis-bras. Des fois, on n'a pas d'appui-bras. Donc, je vais vous montrer un peu tantôt comment le faire de façon optimale si on n'a pas d'appui-bras. Donc, une fois qu'on est assis, là, notre objectif, c'est vraiment de se lever. Je vous montre ce que je vois régulièrement dans les transferts assis à debout, qui est
ce qui n'est pas la bonne façon de faire le transfert, vous aurez compris. Donc, on essaye de se donner un swing, puis là, on finit par être debout. OK? Je vais vous donner des petits trucs vraiment simples, c'est vraiment pas long. Quand on est assis sur la chaise, l'important, c'est avant d'initier mon mouvement, pour vouloir me lever, on va se rapprocher. Hein? C'est pas très sorcier, on vient juste s'asseoir plus sur le bout de la chaise. Donc déjà, ça va être beaucoup plus facile de me lever, d'aller vers l'extension pour me retrouver debout. Deuxième petit truc, on va aller juste placer les pieds, juste reculer un petit peu, hein, parce que si on les garde trop en avant, je ne serai pas mieux pour me lever, ça va être trop difficile. Donc, juste reculer. On ne veut pas les avoir trop sous l'assise non plus, parce que sinon, je vais trop me propulser vers l'avant. Donc, quand on est assis sur le bord de l'assise, ce que je veux, c'est vraiment juste reculer un petit peu les pieds. Pourquoi ça va être plus facile quand je vais faire mon mouvement, mon centre de gravité va se retrouver, là, comme Geneviève disait, là, on veut un alignement, là, cheville, hanche, épaule. Donc, ça va être déjà beaucoup plus aligné pour éviter des déséquilibres et une perte de mouvement. Donc, un coup qu'on a reculé un petit peu les pieds, si on a les appuis-bras, utilisez-les, hein, c'est encore plus stable. Puis, on y va. Quand on est prêt, on est bien placé, on fait juste pousser un petit peu avec les bras et contracter les fesses, on se retrouve bien droit. Si on n'a pas d'appui-bras, je me replace à la position initiale. Donc, si on n'a pas les appuis-bras, moi, je vous conseille vraiment d'utiliser vos cuisses pour vous appuyer. Pourquoi les cuisses au lieu de l'assise? Ça peut être correct, mais l'assise se retrouve encore plus basse que des appuis-bras ou vos cuisses. Donc, c'est encore plus difficile. Il va falloir encore plus se pousser au lieu de venir contrôler le mouvement. Donc, on s'installe les mains sur les cuisses, puis on fait juste une petite appui avant de se lever. Ce que je vois aussi souvent, je vais me mettre de face. Des fois, hein, on veut utiliser l'assise. Par contre, on y va des fois juste à une main. Soit qu'on a quelque chose, notre main est occupée de notre sacoche pour les femmes, ou on a un papier. Puis on essaie de se lever, on essaie de s'aider en poussant sur l'assise juste d'un côté. Donc là, ça me fait une rotation du tronc. Souvent, c'est plus facile d'avoir un déséquilibre. Fait que si vous voulez vraiment utiliser l'assise, faites-le des deux côtés, mais moi, je privilégie vraiment d'utiliser vos cuisses pour se lever. Comme ça, on va vraiment être plus droite dans notre mouvement. Et voilà, ben, c'est bien. Et je vois les gens qui participent en même temps. Je suis contente. Donc, ça, c'est pour le transfert assis assis à debout. Maintenant, je passe au transfert debout à assis. Le transfert debout à assis, il va impliquer un mouvement, hein, un pivot avant qu'on puisse aller s'asseoir. Donc, je vous montre, je replace ma chaise de côté pour cette fois-là. Donc, si j'arrive de face, là, vous ne voyez plus, là, mais je vais arriver dans la caméra, j'arrive ici de face, je me retrouve face à mon assise, il faut que j'effectue un pivot. Le pivot, essayez quand même de le faire le plus près possible de la chaise. Mais ce qui est super important, c'est d'aller le plus près possible là, au niveau là, des genoux, là, quand même de l'assise. Il faut sentir là, qu'on est vraiment proche. Parce que des fois, les gens y arrivent, on fait ça vite, là, on est trop loin, puis là, là, on est presque juste sur le bord. Là, ben là, risque de chute, complications, on ne veut pas se rendre là. Donc, quand on fait le pivot, on fait vraiment le pivot le plus près possible de l'assise. Un coup qu'on sent le rebord de l'assise derrière les jambes, là, on va pouvoir aller initier le mouvement. Ce qui est le plus important, c'est pas de se laisser tomber, ce qu'on voit souvent. Hein? Les gens, là, des fois, OK, sont prêts, là, on commence, mais les derniers petits bouts, là, on se laisse tomber. On essaie vraiment de contrôler la descente. S'il y a des appuis-bras, allez vous aider avec les appuis-bras aussi pour vous tenir. Donc, un coup qu'on est bien placé, on va y aller doucement. Puis là, c'est vraiment, les fesses, là, ils s'en vont par en arrière. Là. On ne descend pas, là, puis aller s'asseoir sur le bout de l'assise non plus. Donc, on va vraiment aller s'asseoir et contrôler le mouvement pour se retrouver dans la position assise. Fait que les transferts, hein, c'est des changements de position, on l'a dit depuis le début, là, c'est vraiment de bouger d'une place à une autre. Donc, on en fait tout plein, mais il faut bien les exécuter. Comme ça, on a encore moins de risque de chute, puis on se fatigue beaucoup moins. C'est moins exigeant aussi pour nos muscles quand on sait bien faire les étapes et surtout de bien les préparer. Hein, ce que j'ai dit tantôt, c'est vraiment important, mais prendre le temps de faire le transfert va faire toute une différence.
Donc, je vous remercie de votre écoute, de votre participation. Je laisse Geneviève retourner là, dans les comportements. Oui, c'est ça. Elle va finir avec les comportements. Merci beaucoup d'avoir été présent. Donc, merci à toi, Véronique. Très intéressant. Et justement, je fais le lien avec la conclusion de Véronique qui dit prendre le temps. Et c'est un élément dans nos comportements, c'est un des éléments qui est tellement important. Prendre son temps parce qu'on a souvent tendance à précipiter plusieurs tâches à la fois. Et on sait aussi avec le Parkinson que c'est quelque chose qui est plus difficile. Donc, pourquoi pas essayer de prendre son temps, d'y aller le plus possible, une tâche à la fois, et surtout d'être dans le moment présent, d'être conscient de ce qu'on est en train de faire au moment où on le fait. Comme ça, bien, on va éviter nos risques de chute. Autre chose aussi, tantôt je parlais de la posture. Rappelez-vous, avec la posture, je vous ai parlé de garder la tête droite et de ne pas aller regarder directement nos pieds. Ça avait l'importance parce que je voulais éviter d'enrouler ma posture, comme ça ici, mais également, l'intérêt d'avoir la tête droite, c'est pour nous aider au niveau du regard. Comment je dois regarder lorsque je suis en position debout et que je marche? Je dois regarder devant moi avec un angle de 30 degrés vers l'avant. Ce qui fait que mon regard il plonge vers l'avant pour me permettre de voir les obstacles à l'avance, de voir ce qui s'en vient devant moi et de pouvoir réagir au bon moment. Parce que vous savez, si je marche sur le trottoir, et on sait que souvent plusieurs embûches, plusieurs petites crevasses puis sur nos trottoirs, et là, bien, si je regarde juste mes pieds quand je marche, bien, à un moment donné, s'il y a un obstacle, je vais le voir un petit peu trop à la dernière minute, mon mouvement risque d'être déjà enclenché et je ne pourrai pas l'arrêter et là, arrive une chute. C'est ce qu'on ne veut pas. Tandis que si mon regard est à 30 degrés plongeant devant, bien, je vais voir l'obstacle qui s'en vient. Ça me donne le temps de réagir pour le contourner ou pour l'enjamber à ce moment-là. Alors, c'est plus sécuritaire de cette façon-ci. Ensuite, au niveau des comportements, on va penser à libérer les bras. Très important. Je vous fais une petite démonstration ici avec les sacs d'épicerie. Donc, on a tous été à l'épicerie, on y va régulièrement et souvent, bien, on transporte même des fois 2 sacs de chaque côté, puis on s'en va avec nos sacs comme ça ici. C'est important d'avoir au moins une main libre pour pouvoir se rattraper. Parce que si j'arrive avec mes sacs ici, puis là, oups, je perds pied, bien, je vais être en déséquilibre et puis j'ai aucune main pour m'aider à me protéger si je chute vers le sol. Donc, première chose. Puis deuxième chose, bien, nos sacs d'épicerie sont rarement agencés de façon équilibrée. Hein. Ils sont souvent, le poids n'est pas égal dans mes 2 sacs, ce qui fait que ça me place en déséquilibre et donc je suis plus à risque de chute à ce moment-là. Donc, on essaie de faire des voyages un petit peu plus légers avec au moins une main libre. On peut utiliser le sac à dos aussi, donc pour mettre des objets dedans et avoir les 2 mains libres. Sinon, il y a toujours le sac en bandoulière que je peux utiliser pour avoir les 2 mains libres. Donc, je vais placer mon sac comme ça ici sur une épaule et ça me permet aussi de libérer mes mains. Et si jamais j'arrive dans l'escalier, ben, j'ai au moins une main qui va pouvoir suivre la rampe. Donc, parce que j'en ai peut-être pas besoin pour m'appuyer carrément, mais c'est important que la main puisse être libre pour m'agripper si jamais je perds pied dans l'escalier. Alors, voilà. Donc, on libère les bras, on utilise la rampe. Autre chose également, les aides techniques. Ce que j'appelle par aide technique, bien, c'est ce qu'on va utiliser pour se déplacer, par exemple, une canne, un déambulateur, une marchette. Donc, si votre équilibre est plus précaire, vous vous sentez moins stable sur vos jambes, n'hésitez pas à utiliser une aide technique. On a souvent la barrière là, de la gêne, du malaise qui fait en sorte qu'on n'utilise pas nos aides techniques, puis bien, on a tendance à se priver de nos activités plutôt que d'y aller en utilisant une petite aide. Alors, si vous sentez que c'est quelque chose que vous pourriez avoir de besoin, bien, je vous suggère d'en parler à votre médecin, de consulter un professionnel de la santé comme un ergothérapeute, physiothérapeute, qui pourrait bien
vous conseiller sur l'aide qui va être bonne pour vous, hein, celle qui vous sera nécessaire, qui va répondre à vos besoins et surtout qu'elle soit bien ajustée aussi. Parce qu'une aide technique qui est mal ajustée pourrait être aussi nocive que de ne pas avoir d'aide technique du tout. Alors, voilà. Finalement, bien, l'objectif aussi, avec toutes les informations qu'on vous a données aujourd'hui sur la prévention des chutes, c'est d'essayer de diminuer vos craintes, de vous rendre, que vous vous sentiez un petit peu plus en sécurité, vous redonner le contrôle, parce que, comme Marie-Pierre le disait au tout début de la présentation, rappelez-vous, moins on en fait, moins on est capable d'en faire. Hein? Donc, on se déconditionne facilement lorsqu'on diminue nos activités. Alors, c'est important de maintenir nos activités, autant au niveau moralement, autant physiquement. Alors, le but, en fait, c'est de continuer à avoir vos activités, à y participer pour maintenir une bonne condition physique, parce que, bien, en s'isolant à la maison, bien, on se déconditionne et puis c'est beaucoup moins intéressant aussi. Finalement, encore, je veux vous présenter 3 scénarios. Si jamais une chute survient, quoi faire? Donc, je laisse ma canne de côté. Premier scénario. Donc, je suis à la maison, j'ai perdu pied dans mon sac d'épicerie et je tombe de tout mon long. Alors, je suis au sol, ici. J'aurais pu tomber sur le ventre, mais le fait d'être sur le dos, c'est une étape de plus. Alors, je préfère vous montrer toutes les étapes qui peuvent arriver. Donc, premièrement, l'étape numéro 1 pour tous les scénarios, pas de panique. Donc, je ne panique pas, je vais m'arrêter et je vais juste prendre conscience de ce qui vient de se passer. Donc, j'ai perdu pied dans mon sac, je suis tombée, je suis dans mon salon. OK, parfait. Est-ce que j'ai mal à quelque part? Est-ce que je suis blessée? Comment je me sens actuellement? Et est-ce que je me sens capable de me relever du sol? Donc, si je me sens pas capable de me relever du sol parce que je suis blessée, gravement, alors là, l'idéal, si vous avez, vous savez, les petits bracelets avec le bouton là, ou le collier avec le bouton pour appeler les services d'urgence rapidement, bien, tant mieux, on l'utilise. Sinon, il y a des gens qui ont l'habitude de maintenir leur cellulaire avec eux, tant mieux, on appelle les services d'urgence. Sinon, bien, je vais essayer de me déplacer vers un téléphone. Et si les téléphones sont trop loin et que je sens que je ne peux pas vraiment me déplacer, bien là, c'est de faire du bruit, c'est de se faire entendre. Si j'ai une canne, je vais cogner avec ma canne, je peux cogner avec mes pieds au sol, je vais crier, je peux taper au sol également et, pour demander de l'aide. Et je vais m'assurer ensuite d'attendre de l'aide, mais de façon confortable. C'est certain qu'on prévoit rarement les chutes, donc je n'ai pas un petit oreiller et une petite couverture nécessairement à portée de la main, là. Mais si c'est le cas, si j'ai une veste pas loin, quelque chose que je peux déposer ma tête pour la soutenir et puis m'assurer d'être confortable, à ce moment-là, bien, je peux attendre les services d'urgence ou de l'aide de façon sécuritaire. Si je peux me relever du sol, alors ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller me tourner sur le ventre. Donc, et puis là, je vais essayer de trouver un objet sur lequel je vais pouvoir m'appuyer. Donc là, moi, je sais que dans mon salon, j'ai une chaise pas loin. Là. Je suis chanceuse, je vais pouvoir utiliser ma chaise. Alors ici, je vais venir croiser la jambe par-dessus pour m'aider à tourner mon bassin. Et avec ma main, je m'en viens ici et je tourne sur le ventre. Donc, ici, c'est beaucoup moins exigeant de maintenir la position en appui sur mes coudes et mes avant-bras. Et là, si vous avez besoin de ramper, vous pouvez toujours ramper ici au sol de cette façon-ci. Sinon, on va aller en appui sur les genoux et les mains. Alors, pour m'aider à me redresser puis aller vers mon objet stable. Alors, pour ce faire, je tire un genou et je vais pousser avec mes avant-bras dans le sol. Je vais redresser ici les fessiers, le tronc, et je m'en viens sur les mains. Et là, je peux me déplacer plus facilement. Et j'arrive à mon objet stable en plaçant les mains sur l'objet. Et ensuite, je vais venir placer ma jambe la plus forte devant. Alors, supposons ici pour la caméra, ma jambe la plus forte étant la gauche. Je la place devant, comme ça ici. Et là, le petit truc, c'est de venir agripper le sol avec les orteils derrière, avec mon pied arrière. Donc, voyez-vous ici, je viens agripper le sol de cette façon-ci. Ça va me donner une meilleure adhérence puis un petit peu plus de puissance dans ma jambe arrière.
Parce que c'est important ici que les 4 segments travaillent, mes 2 bras et mes 2 jambes. Et là, à 3, je vais pousser avec tous ces segments. Donc, pour 1, 2 et 3, je lève, je ramène mon pied arrière, près de mon pied avant, et tranquillement, je vais me redresser, comme ça ici. Et là, avant de bouger, je vais attendre quelques secondes. Et ça va, parfait, je ne suis pas étourdie, je m'assois. Et une fois qu'on est en position assise, bien, je vais prendre conscience de comment je me sens et j'appelle quelqu'un. Ne restez pas seul après une chute. Déjà que c'est perturbant là, quand ça arrive, on n'aime pas ça. Puis en même temps, c'est que les symptômes suite à une chute peuvent se faire ressentir dans les heures qui suivent, mais même dans les jours qui suivent. Donc, ne restez pas seul. Ensuite, bien, je vous conseille d'aller consulter un médecin éventuellement pour pouvoir discuter des conséquences de la chute, d'évaluer les conséquences, les blessures s'il y a lieu, et de voir aussi la cause de la chute. Parce que la cause, là, dans ce cas-ci, c'était mon sac d'épicerie, mais ça aurait pu être une cause médicale, une chute de pression, un effet secondaire d'un médicament, ça aurait pu être une chute de glycémie, etc. Donc, c'est important de bien évaluer la cause aussi de la chute. Finalement, mon dernier scénario, si jamais vous êtes témoin d'une chute, vous êtes un proche aidant ou il y a quelqu'un qui est chez vous et qui tombe, comment vous devez réagir? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider cette personne? Donc, Véronique sera la cobaye aujourd'hui. Alors, Véronique est venue prendre un petit café à la maison, puis pouf, elle a chuté. Alors, je vais lui venir en aide. Première étape, bien, je viens voir Véronique, puis je veux voir si elle est consciente. Donc là, si Véronique était inconsciente, bien, c'est sûr, on ne perd pas de temps, on appelle le 911 et on suit les indications de la personne au téléphone pour les services d'urgence et pour aider Véronique. Bon, ici, Véronique est consciente. Donc là, Véronique, écoute, panique pas, je suis là, je vais pouvoir t'aider, OK? Et comment tu te sens? Je vais valider avec Véronique si elle est blessée et si elle se sent capable de se lever par elle-même si je l'assiste. Alors, Véronique, tu te sens-tu capable de te relever du sol si je te donne un petit coup de main? Oui, si tu m'aides, ça devrait aller. OK, parfait. Fait que là, si tu me permets, je vais t'aider. Alors, viens croiser ta jambe par-dessus. On va essayer de te tourner sur le ventre, OK? Donc, laisse aller. Puis si tu veux, je vais te guider au niveau du bassin. Fait que là, vous pouvez aider la personne ici sans trop forcer, juste diriger son bassin pour qu'elle puisse tourner sur le ventre, comme ça ici. Parce que là, le but ici, c'est de faire attention aussi à votre sécurité à vous. Ce n'est pas le temps que vous tombiez avec la personne, ce n'est pas le temps que vous vous fatiguiez non plus. Donc, on veut l'aider, mais on ne veut pas se nuire non plus. OK. Puis bien souvent, votre support va être plus un support émotionnel qu'un support physique. Bon, alors là, Véronique, c'est beau, tu es sur le ventre. Est-ce que tu es capable ici de tirer ton genou vers toi? Tire ton genou. Puis pousse maintenant avec tes mains dans le sol. Je vais t'aider, on va lever ton bassin, tu vas aller sur tes genoux. Tu es prête? Vas-y, lève sur tes genoux. Parfait. Bon, là, aujourd'hui, ma chaise était déjà placée. Mais à la maison, si ça arrive, déplacer une chaise vers la personne pour pas qu'elle aille à se promener là, dans toute la maison. Alors, qu'elle puisse profiter de votre aide à ce moment-là. Donc là, Véronique, ma chaise est ici. Fait que viens placer tes mains sur la chaise, approche un petit peu tes genoux, puis là, viens placer ta jambe la plus forte devant, ton pied là, le plus solide en avant. Vous, pendant ce temps-là, vous allez rester au sol. Parce que, encore là, si on est les deux à se lever en même temps, on va être en déséquilibre les deux. Alors, ce n'est pas idéal. Fait que là, moi, je vais juste assister Véronique quand elle va se lever. Je vais juste guider ses hanches vers le haut pour la sécuriser, tout simplement. Et c'est elle qui va faire l'effort. Fait qu'à 3, Véronique, tu pousses dans tes jambes et tes mains. Prête? On y va. 1, 2, 3. Vas-y. Voilà. OK. Reste en appui. Maintenant, moi, je vais me lever. Parfait. Tu peux te redresser lentement. OK. Là, je vais la guider. Puis, tourne-toi, puis on va s'asseoir. OK? Tiens, viens t'asseoir. Voilà. Excellent. Super. Et là, bien, je vais voir avec elle encore une fois comment elle se sent. Et je vais m'assurer que si ce n'est pas moi, mais qu'il y ait quelqu'un qui reste avec elle dans les heures qui vont suivre aussi pour s'assurer qu'elle va bien. Alors voilà. Donc, j'espère que vous n'aurez pas à utiliser ces techniques, mais si jamais
elles arrivent, ben, au moins, vous saurez quoi faire. Le truc aussi, c'est pratiquer-le à la maison. Comme ça, si on a déjà pratiqué la technique quelques fois, ben, notre cerveau il va s'en rappeler, puis on va être moins en panique quand ça va arriver également. Alors, au niveau des chutes, j'espère vous avoir conscientisé sans vous avoir alarmé. Juste une petite prise de conscience que ça peut arriver, ça n'arrive pas juste aux autres. Et de vous avoir redonné le contrôle aussi entre les mains pour prévenir les chutes. Et puis, ben, de mon côté, je termine en vous remerciant infiniment de votre participation. Ça a été fort agréable d'être avec vous ce matin.